L'autre inconnu quand on pense à la légalisation de la marijuana, la sécurité sur les routes. Et là-dessus, tous les intervenants le disent, le pays n'est pas du tout prêt à faire face à la situation. Pour la sécurité routière, par exemple, on a vu qu'au Colorado et dans l'État de Washington, le nombre de collisions mortelles impliquant un conducteur intoxiqué au cannabis a presque doublé dans les 2 ans qui ont suivi la légalisation. Des chiffres qui préoccupent le président de l'Association des directeurs de police du Canada. Il faut être réaliste. Les autres juridictions à travers le monde qui ont vu la marijuana être légalisée, il y a eu une augmentation des cas d'accidents de la route, des cas de mortalité. Au Québec, le service de recherche en sécurité routière de la Société d'assurance automobile vient de compiler des données troublantes au sujet des conducteurs âgés de 16 à 24 ans qui ont perdu la vie lors d'une collision. Une compilation faite sur 5 ans qui montre qu'un jeune conducteur décédé sur 3 avait du THC dans le sang, soit la substance active du cannabis. On ne peut cependant pas dire si au moment de la collision, ils avaient les facultés affaiblies. Une demande faite au bureau du coroner permet également de constater qu'il est très rare que l'intoxication au cannabis soit clairement identifiée comme étant à l'origine d'une collision. En fait, il n'y a qu'un rapport produit depuis 3 ans qui en fait état. Vous allez faire 9 pas. 1, 2, 3. D'accuser un conducteur ivre avec un alcotest, c'est bien différent lorsqu'il a consommé de la drogue. Actuellement au Canada, les accusations de capacité de conduite affaiblie par la drogue sont portées essentiellement par des policiers experts en reconnaissance de drogue. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux au pays. Au Canada, on a environ 600 experts en reconnaissance de drogue qui fait la preuve qu'une personne a les facultés affaiblies par une drogue. Nous, on croit qu'on doit minimalement tripler, même atteindre près de 2000 experts. Au Québec, il n'y a que 80 policiers en reconnaissance de drogue. Le besoin estimé après la légalisation du pot est d'environ 150 de plus. Un objectif impossible à atteindre d'ici le 1er juillet, puisque l'École nationale de police de Nicolet ne pourra en former que 36. Nous pensons que le 36 agents évaluateurs nous permet au Québec d'assurer la sécurité publique sans problématique au cours des prochains mois. Mais naturellement, au cours des prochaines années, le défi sera de continuer à augmenter ce nombre-là. La formation d'un policier expert en reconnaissance de drogue est complexe, nécessite 80 heures de cours théoriques et 40 heures de tests auprès de personnes intoxiquées. Par le passé, les policiers canadiens allaient dans une prison de l'Arizona pour faire des tests sur des détenus drogués qui étaient consentants. Une solution très coûteuse et compliquée. Maintenant, ils vont dans un centre de réadaptation pour personnes dépendantes à la drogue à Montréal qui ne peut accueillir qu'un nombre limité de policiers à la fois. Cela retarde considérablement cette formation. Puis nous, au Québec, on est les seuls à travers toute l'Amérique à avoir une formation hybride particulière qui nous permet de prendre moins de personnes intoxiquées, mais de faire certaines mises en situation avec des comédiens qui, eux, ne sont pas intoxiqués, mais qui reconstituent l'aspect comportemental des personnes intoxiquées, ce qui nous permet donc d'en former plus de cette façon-là. Alors, l'agent évaluateur en formation, il fait une évaluation sur une personne qui n'est pas affaiblie. Cet ancien policier expert en reconnaissance de drogue qui a travaillé 15 ans en Ontario et qui a aussi été formateur, remet en question l'utilisation de comédiens pour former les agents évaluateurs. On ne met pas des mécaniciens pour faire des réparations d'automobiles avec de la pâte à modeler. Là. Ils prennent des vrais automobiles qui ont quelque chose qui ne va pas bien et ils les réparent. Là. Celui qui est maintenant consultant pour des avocats de la défense dans des causes de drogue au volant craint que le besoin pressant de nouveaux agents évaluateurs au pays affecte la qualité de la formation. Quand il y a une pression de former un tel nombre d'agents dans un tel montant de temps, la qualité peut en souffrir. Voici comment les policiers interviennent pour arrêter un conducteur drogué. Le processus est long et compliqué. Ça débute dans la rue avec 3 tests de symptômes faits par le patrouilleur pour constater si le conducteur a les facultés affaiblies. Si oui, et que l'alcool n'est pas en cause, le conducteur se retrouve au poste de police. C'est à ce moment que l'expert en reconnaissance de drogue, appelé aussi agent évaluateur, lui fait passer différentes épreuves qui durent environ 45 minutes. Cela permet d'établir avec une précision reconnue par les tribunaux si le conducteur a dans son organisme certaines drogues, comme le cannabis, la cocaïne
l'ecstasy. Du côté de la Sûreté du Québec, l'objectif est d'avoir un agent évaluateur dans chacun de ces 121 postes de la province. Le 1er juillet, lorsque le pot sera légal, la SQ disposera d'une 50aine d'agents évaluateurs. Dans certaines régions, il peut y avoir un délai qui est jugé raisonnable, mais afin de diminuer davantage ce délai, le fait d'augmenter le nombre d'agents évaluateurs va permettre d'être encore plus efficace. Pour détecter certaines drogues, comme la marijuana, il existe des tests de salive. Mais les policiers canadiens n'ont pas le droit de les utiliser parce que ces tests ne sont pas reconnus par les lois canadiennes. C'est pas permis dans le code criminel. Le sénateur conservateur Claude Carignan est à l'origine du projet de loi fédéral pour légaliser l'utilisation de l'appareil de détection salivaire. L'acceptation de cet appareil-là, l'utilisation de cet appareil-là va aider grandement le travail des policiers qui sont sur la route. Avant de permettre l'utilisation de tels appareils, le ministre fédéral de la Sécurité publique a demandé aux corps de police de Toronto, Vancouver, Halifax et Gatineau d'en faire l'essai. Le majeur inconvénient, c'est le temps d'analyse, entre 5 et 8 minutes, ce qui peut être très long. 2 appareils ont été testés. Mais est-ce que cette drogue-là est en quantité suffisante? On ne sait pas. Est-ce que la consommation est très récente ou moyennement récente? On ne peut pas le savoir, là. On sait juste qu'il y a présence dans la salive de la substance. Denis, sur ça, l'aspect de la sécurité routière qui est très, très important, évidemment. On s'en rend compte, là. C'est un plongeon dans l'inconnu le 1er juillet. Oui, et on l'a vu, Paul, pour les policiers, le défi est grand, le défi est de taille. Mais pensons maintenant aux conducteurs, les consommateurs de cannabis. C'est quoi la limite permise? Bien là, on parle de 2 nanogrammes. C'est très abstrait. Combien de bouffées ou combien de joints, on ne le sait pas. Santé Canada, le gouvernement du Canada dit, si vous avez fumé, c'est mieux de ne pas conduire. Mais reste que pour l'alcool, le 0.08, c'est clair pour tout le monde. Donc, il y a une zone grise et il y a une zone d'incertitude ici pour les gens qui prendront la route. Et puis, de manière pratique, là, pour les mesures de contrôle, ce sont des prises de sang. Les hôpitaux, les laboratoires débordent déjà en ce moment. Et là, on va imaginer un peu un samedi soir où les policiers font une opération sur les routes. On arrête plusieurs conducteurs intoxiqués au cannabis. On les amène à l'hôpital pour des prises de sang. Déjà, dans les hôpitaux à l'urgence, c'est congestionné, il y a beaucoup de monde. Bien, est-ce qu'ils sont traités de façon prioritaire? Et la prise de sang doit être faite 2 heures, dans les 2 heures qui suivent l'arrestation du conducteur intoxiqué. Alors, qui va faire la prise de sang? Ça doit être un médecin ou une infirmière, sûrement pas le policier, Paul. Merci, Denis. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des commentaires ou de l'information à nous